Ton amour pour les animaux est plus fort que tout et t'aimerais combiner cette passion à ton travail? C'est tout à fait possible. Et nous avons quelques pistes à te proposer. Je m'appelle Valérie Chevalier et voici Futur Proche. Un balado pour t'aider à choisir une carrière qui va te plaire. Une série présentée par Caléido, l'épargne-étude qui en fait plus. Salut, je m'appelle Guillaume, j'ai 18 ans, puis en ce moment, j'étudie en tremplin deck au Cégep de l'Assomption. Bonjour Guillaume. Allô? Alors Guillaume, parle-moi de ton processus scolaire jusqu'à maintenant. Là, où est-ce que tu en es? Il y a pas longtemps, j'ai fini un DEP en même temps de finir mon DES ça s'appelle le PISC. C'est en gros un programme où c'est que tu fais, t'as une période environ de plus dans chaque journée. OK. Puis c'est mélangé avec un DEP en informatique, fait que tu fais des cours en informatique tout le long de l'année. Puis comment tu as trouvé ça? Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Le seul problème, c'est quand je suis rendu à faire un stage, faire la fin de ce DEP, que j'ai comme remarqué qu'il fallait que peut-être switcher de milieu parce que ça m'a pas vraiment trop accroché. Fait que finalement, c'est là que je suis rendu. J'ai pris une passion pour les animaux puis tout ce qui entourait ça. J'ai voulu aller au cégep en santé animale, mais là, j'attendais, j'étais pas sûr. Fait que là, je me suis inscrit en tremplin tech en attendant de voir si je peux avoir un orienteur ou d'autres affaires dans la vie qui pourraient peut-être m'influencer pour faire ça. Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas apprécier travailler avec les animaux? La plupart des aspects qu'il y a là-dedans de soigner des animaux, genre s'occuper d'eux, faire qu'ils soient bien, pouvoir les faire du rétablissement, des affaires comme ça, c'est quelque chose que je sais que je vais aimer. Peut-être l'autre partie que je suis pas encore sûr, c'est plus qu'est-ce qui est, mettons, peut-être opération ou plus technique, prise de sang, des affaires de même que j'ai peut-être la misère. Est-ce que ça t'inquiète? Ouais. Toi, Guillaume, tu es atteint d'un trouble du spectre de l'autisme. De quelle façon ça atteint ton quotidien? De quelle façon ça le teinte? Ça l'affecte plus au niveau social, je dirais. OK. Comme ce qui se passe quand moi je parle à d'autres personnes, ça me gruge l'énergie. Puis au lieu genre de me donner l'énergie comme la plupart des personnes que ça ferait, moi ça m'en utilise. OK. Fait que t'as des aptitudes, mais ça te demande beaucoup d'énergie faire ça, fait que tu finis tes journées plus fatigué. Ouais. Donc, est-ce que ça va orienter un peu ton choix de carrière? Sûrement, parce que même si je suis capable de vivre avec, il faut quand même pas faire trop exprès pour juste gruger tout ça. Puis, mettons, je dirais pas trop, mettons, on va dire dans du service client ou comme plus interaction. Bon, c'est bon, ça veut dire que tu te connais bien. Je vais parler avec Dinia Millette, qui est technicienne vétérinaire en chef. Est-ce que tu aurais une question pour elle? C'est, est-ce que si moi, mettons, j'ai un problème avec tout ce qui est prise de sang, peut-être, en gros, sur la 3, j'ai disséqué un cœur de bœuf, puis j'ai vraiment eu de la misère avec ça. Fait que je veux savoir si ça pourrait m'affecter ou ça pourrait être un obstacle dans mes études en technique de soins animaliers. C'est une très bonne question. C'est vrai que c'est pas pour tout le monde, hein? Je vais lui poser la question pour toi, puis je te reviens avec une réponse. D'accord, merci. Merci à toi, Guillaume. Bye. Salut. Je suis Dinia Millette, technicienne en santé animale en chef au Zoo Écomuséum. Allô, Dinia? Allô, Valérie? Ça va bien? Très bien, toi? Oui, on est où exactement, là? On est au Zoo Écomuséum. C'est beau. Veux-tu faire un tour? Avec plaisir. Donc, on est présentement au sanctuaire des oiseaux de proie. On a une variété d'espèces, la buse à queue rousse, l'arfan des neiges, pigargue à tête blanche et l'aigle royal. Donc, c'est tous des animaux qui, pour une raison ou pour une autre, peuvent pas retourner dans la nature. Donc, ils sont sous nos soins pour assurer une belle qualité de vie. Ah, là, ça, c'est Wonka. Donc, on entend ici le pigargue à tête blanche, Wonka, et on a Jimmy, l'aigle royal. Dinia, c'est quoi l'Écomuséum? On est un zoo avec les animaux du Québec, mais une certaine partie viennent de la vallée du Saint-Laurent, comme la couleuvre obscure. Donc, on englobe plusieurs espèces, là, environ une centaine d'espèces. Dinia, c'est quoi ton travail? Je suis technicienne en santé animale. Donc, ça veut dire que je suis l'infirmière des animaux. C'est quoi ton parcours étudiant pour te rendre à ce poste-là? J'ai fait une technique en santé animale de 3 ans au cégep.
Par la suite, j'ai travaillé en clinique pendant 12 ans. Donc, c'est une clinique chien-chat, mais pour moi, c'était vraiment important d'aller vers les autres espèces aussi, donc ce qu'on appelle exotiques, donc reptiles, oiseaux, petits mammifères. Donc, je voulais vraiment voir presque tous les animaux dans leur ensemble là, pour avoir une certaine expérience avec ça. Et puis, par la suite, j'ai travaillé au Biodôme pendant environ 1 an et demi. J'étais animalière à ce moment-là. Fait que ça m'a permis vraiment de voir d'autres animaux que j'avais pas vus en clinique et je suis venue travailler au Zoo Écomuséum il y a 5 ans. C'est quoi les différences principales entre travailler en clinique, dans un biodôme ou dans un zoo comme ici? On gravite avec des animaux qui sont souvent sauvages versus la clinique des petits animaux domestiques comme les chiens et les chats. Donc, on a un aspect un petit peu plus avec de dangerosité, si je peux dire. Oui. Fait que ça, c'est un monde de différence. Le client, il y en a pas. C'est le zoo, c'est leurs propres animaux. Donc, cet aspect-là, on n'a pas un service à la clientèle. C'est quand même une grande, grande différence, honnêtement. Là, qu'est-ce qu'on s'en va faire? On s'en va examiner une buse à queue rousse Ruby. Donc, Valérie, je te présente Ruby. Wow, c'est impressionnant, hein? Ruby, c'est une buse à queue rousse. Elle a 15 ans. Fait que là, je vais effectuer un examen physique complet. Elle est due pour des vaccins de virus du Nil, fait que je vais en profiter. Je vais m'assurer qu'elle est en bonne santé avant de recevoir son vaccin. Fait que je vais juste faire un examen. Toi, tu mets même pas de gants? Non, parce que là, je sais comment prendre sa tête sans me faire mordre. Et puis, chez les oiseaux de proie, le plus important, c'est vraiment les cerfs. OK? Je veux dire, ils peuvent infliger des blessures avec leur bec, mais les cerfs, c'est vraiment ce qui est le plus dangereux. Donc, on fait vraiment attention. Voilà. Fait que ça, c'est pour l'apaiser. Fait que le fait qu'elle voit pas, ça va la calmer. Fait que c'est comme un petit casque qui cache leurs yeux. Exactement. OK. Fait que là, elle va être beaucoup plus calme. Puis ça va me permettre de faire un bon examen. Là, je vérifie. Là, elle n'a pas mangé ce matin. On évite de les faire manger avant de les manipuler pour éviter qu'ils régurgitent. Non, c'est vrai qu'elle est plus calme. Oui. Je fais son état de chair. Je m'assure qu'elle est bien portante. Je regarde l'état de ses plumes. Ça nous en dit énormément, là. Quand on regarde l'état des plumes d'un oiseau, là, ça nous en dit long sur son état de santé. Donc, on vérifie qu'il n'y a pas des lignes de stress. Fait que ça, c'est des petites lignes qui se fait dans les plumes quand ils ont une hausse de cortisol. Est-ce que les oiseaux sont habitués à votre présence? Est-ce qu'ils sont un petit peu apprivoisés ou c'est toujours à recommencer? Bien, ils sont apprivoisés parce que il y a beaucoup qui sont utilisés en éducation, donc ils vont faire des présentations. Mais c'est sûr que dès qu'on fait des manipulations médicales, bien, on n'utilisera pas la même méthode pour les attraper. On va les attraper au filet versus ils vont aller au gant, ce qu'on appelle. Fait qu'ils vont être sur le bras de l'animalier ou du zoologiste. Parfait. Fait que je vais le sculpter. Ensuite, on va finir avec ses petites pattes. Êtes-vous toujours deux quand vous faites l'examen d'un oiseau? Toujours, toujours. Puis des fois, il peut y avoir une troisième personne, dépendamment de ce qu'on a à faire sur l'oiseau. Mais généralement, 2, c'est le minimum, parce que je pourrais pas la tenir et essayer de faire un examen. Fait que moi, j'ai terminé mon examen. Fait que je vais pouvoir lui faire son vaccin. Mon Dieu, Ruby a pas bronché du tout. Non, ils sont super bons. Ouais. Et voilà. Fait que c'est fait. C'était pas trop long. Non, c'est assez rapide, puis on essaie de faire ça rapidement aussi, parce que ça impose beaucoup de stress. Fait que le plus rapide on est, le mieux c'est. OK. Ouais. Quand on s'intéresse aux animaux, on pense souvent au métier de vétérinaire, ce travail-là, mais en fait, il y a plein d'autres métiers qui gravitent autour. Oui, tout à fait. C'est vrai que le métier de technicienne, il est un petit peu méconnu, mais on est vraiment l'assistant du vétérinaire, ne serait-ce que l'assister lors de chirurgie. Donc, nous, on s'assure que l'animal, il dort bien, que ses battements cardiaques sont bons, tout ça. Fait qu'on fait vraiment un suivi serré des animaux, puis autant les animaux hospitalisés. Donc, au zoo ici, ben c'est un peu le même principe. Quand on a une anesthésie, ben moi je m'occupe de faire le monitoring, m'assurer que l'animal va bien pendant que le vétérinaire fait la chirurgie. Donc c'est toutes des choses importantes que souvent les gens savent pas que c'est quelqu'un d'autre que le vétérinaire qui fait ça. Qu'est-ce que ça prend comme qualité pour faire ton travail? Je pense vraiment là que
Il faut être très autonome. Faut pas hésiter de prendre des décisions parce que étant le bras droit du vétérinaire, elle est pas toujours sur place. Fait que des fois, je me retrouve dans des situations où est-ce qu'il faut que je prenne une décision rapidement. Puis ça, il faut être vraiment très réactif. Exact. Et puis, faut pas avoir peur, évidemment, des reptiles, des oiseaux, tout ça. Ça semble banal, mais si les gens sont un peu effrayés, ben c'est sûr que c'est peut-être pas un environnement pour eux. Puis c'est un don de soi, si je peux dire, là, parce que on les aime comme si c'était nos propres animaux, fait que y a pas, tu sais, on y tient énormément, puis on donne beaucoup de notre temps. Il faut vraiment que ce soit une vocation. Ah oui, c'est le mot, une vocation. Je pense que c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui s'intéressent à ce domaine-là, mais qui trouvent ça un peu déchirant, l'idée de faire des chirurgies ou des euthanasies? Des fois, est-ce que c'est difficile émotivement? C'est certain que les euthanasies, c'est une partie, je vous dirais, la plus difficile du travail. Parce que comme je le disais, c'est comme nos animaux, hein, à chaque fois. Puis on en a 300 comme ça. Puis des fois, il y a des semaines où est-ce qu'effectivement, on euthanasie 2-3 animaux. Et ça vient lourd sur le moral. Mais il faut toujours penser à l'aspect positif, là, de l'impact positif qu'on a sur les animaux en rendant leur qualité de vie vraiment meilleure. Fait que oui, effectivement, c'est triste d'euthanasier un animal, mais souvent c'est parce que on est rendu à la fin puis qu'on lui a donné la plus belle qualité de vie qu'il pouvait avoir. C'est vraiment pas facile, mais je pense que faut regarder le côté positif puis de dire on en aide tellement beaucoup. Fait que c'est ça qu'il faut voir. Ça prend quoi comme valeur pour aller vers ce métier-là? Le souci du bien-être, ça c'est vraiment la plus importante, je dirais. Vraiment parce que tout est fait en fonction du bien-être de l'animal. Fait qu'il n'y a pas autre chose qui gravite autour. Peu importe ce qu'on va faire, ça va être en vue de lui prodiguer les meilleurs soins puis le meilleur environnement possible. C'est quoi ton conseil à un jeune qui a envie de se diriger dans ce domaine-là? Ben, premièrement, de pas lâcher. Parce que, bon, il y a différentes avenues. Moi, le monde zoologique, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais faut vraiment garder en tête qu'il y en a d'autres avenues possibles, autant en clinique vétérinaire qu'en laboratoire. Est-ce que c'est un travail plutôt solitaire ou c'est vraiment un travail d'équipe puis il faut avoir envie de travailler avec beaucoup de monde? Je vous dirais que c'est un peu des deux. En fait, autant des fois je peux me retrouver seule, mais d'autres fois on est une grande équipe à collaborer sur un même projet, intervention. Donc c'est vraiment des deux côtés. De quoi tu es le plus fier? Je dirais vraiment c'est mon parcours parce qu'il a vraiment pas été facile. Souvent on m'a dit que je réussirais pas. Puis finalement ici, j'ai trouvé ma place. Je m'occupe des animaux, leur qualité de vie, tout ça. Moi, je suis vraiment fière de ce que je fais tous les jours, même si des fois c'est difficile. Donc, un étudiant qui s'intéresse au domaine animalier qui avait une question pour toi. C'est Guillaume Renaud qui dit « J'adore les animaux, mais j'ai eu un cours de biologie au secondaire où je devais disséquer un cœur de bœuf et j'ai pas aimé ça du tout. Est-ce que ça pourrait être un obstacle dans mes études en technique de soins animaliers ou encore à me trouver un emploi dans ce domaine-là? » Qu'est-ce que tu lui réponds? C'est une bonne question. C'est sûr qu'à l'école, quand on apprend, on fait des cours d'anatomie. Puis énormément, on fait des dissections, que ce soit d'animaux ou d'une partie d'un animal. Fait que c'est sûr que si on n'aime pas cette partie-là, ça va être vraiment plus difficile. Je dis pas impossible, mais ça va être peut-être une petite embûche. Et évidemment, quand on arrive en clinique ou quoi que ce soit, des fois, il y a des animaux accidentés, des traumas, tout ça. On se retrouve dans une situation où est-ce que effectivement c'est des grosses blessures puis ça peut rebuter certains. C'est sûr que cet aspect-là, c'est effectivement il est plus mal à l'aise avec ça, c'est pas facile. Qu'est-ce que tu lui proposerais s'il aime les animaux mais que les interventions chirurgicales le rebutent? Est-ce qu'il y aurait une autre option pour lui? On travaille conjointement avec des animaliers. Il y a l'aspect animalier qui pourrait être intéressant. Donc ça, on parle de les nourrir, d'entretenir leur aire de vie, puis noter s'il y a des petits problèmes visibles là, qui ont un comportement anormal. Fait que ça pourrait être un aspect qui pourrait être intéressant pour lui. Dignac, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. La passion, comme l'amour des animaux, peut être une grande motivation à accomplir son travail au quotidien.
Alors, je suis en compagnie de Josiane Grenier-Genet, conseillère d'orientation. Salut, Josiane. Bonjour, Valérie. Il y en a pour qui la passion dans le travail est très forte, comme c'est le cas pour Dinia. Qu'est-ce que ça te dit? Effectivement, travailler dans notre passion, c'est un rêve pour plusieurs personnes, notamment quand on a un grand amour des animaux. Mais c'est important d'aller valider la réalité sur le marché du travail. Ça ressemble à quoi concrètement travailler avec les animaux? Parce qu'on peut tout simplement avoir des animaux à la maison, aimer ça, mais c'est pas nécessairement la même chose sur le marché du travail. Oui, ça doit être rare qu'on ait payé pour cajoler des chats toute la journée ou jouer avec un chien, là. Effectivement, ça peut être plus complexe que ça, mais ça reste que c'est des gens qui ont un type de personnalité réaliste, qui ont besoin de concret, de travailler avec leurs mains, de manipuler. Ça peut être aussi des gens qui aiment travailler dehors parce que des fois, les animaux peuvent nous amener à aller en forêt, par exemple. À quoi devrait s'attendre un jeune concrètement s'il choisit de travailler dans un milieu animalier? Les tâches en technique de santé animale, par exemple, c'est vraiment très varié. Hein? On touche à tous les types d'animaux et aussi toutes les spécialités. Donc, on est le bras droit du vétérinaire, mais autant pour la cardiologie, les chirurgies, des problèmes qui peuvent être plus en lien avec les yeux, par exemple. Donc, c'est vraiment très, très large. Et le technicien en santé animale a aussi beaucoup de calculs à faire par rapport aux médicaments, de la minutie, de la précision. Il faut pas avoir trop de dédain non plus. Donc, par rapport au sang, aux aiguilles, c'est sûr qu'on va être appelé à travailler dans ces situations-là. Et il y a beaucoup de services à la clientèle quand même quand on est technicien en santé animale. Il faut pas négliger ça. Donc, oui, on va travailler en équipe, mais c'est surtout qu'on va avoir à donner des conseils, faire de l'éducation auprès des propriétaires d'animaux quand on travaille dans des cliniques vétérinaires notamment. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités que la clinique vétérinaire quand on a une technique de santé animale? Oui, effectivement, souvent c'est plus méconnu, mais on peut travailler dans des centres de recherche pour s'occuper des rats, des souris, par exemple, les nourrir, leur prodiguer des soins. Il y a aussi des fermes avec des grands animaux, donc on peut se déplacer à ce moment-là avec des vétérinaires pour aller soigner ces animaux-là. Il y en a dans les zoos, il y en a qui peuvent devenir inspecteurs pour la SPA, représentants pour des compagnies de nourriture ou de soins pour les animaux, par exemple. Donc, il y a vraiment un grand éventail de possibilités qui s'offrent à nous. Oui, effectivement. Puis, il y a autre chose que la technique en santé animale aussi, quand même, si on veut travailler en contact avec les animaux. Mais parfois, on est moins en contact direct. Par exemple, on peut devenir technicien de la faune en faisant une technique de milieu naturel, par exemple, où on va vraiment travailler en forêt à ce moment-là, adresser des inventaires de populations animales. Donc, on va être impliqué, mais un peu plus indirectement là, avec les animaux. Okay. Même chose pour les zoologistes. Un zoologiste, c'est un biologiste de la vie animale. Ça peut être spécialisé pour la vie marine ou autres types d'animaux. Donc, c'est vraiment de la recherche, de l'analyse, du travail en laboratoire, rédiger des rapports, étudier les maladies ou les comportements des animaux. Donc là, c'est vraiment plus au niveau universitaire et c'est des chercheurs. Sinon, il y a aussi les zoothérapeutes qu'on entend souvent, mais là, à ce moment-là, c'est vraiment des intervenants qui ont une formation en relation d'aide, mais qui peuvent utiliser les animaux dans leurs interventions. Donc, c'est une formation plus connexe à la relation d'aide à ce moment-là. OK. Sinon, comme Dinia l'a mentionné notamment, on peut devenir animalier, donc s'occuper de prendre soin des animaux, les nourrir dans les zoos, dans les élevages, les animaleries, par exemple. On peut devenir aussi dresseur ou toiletteur. Ça, c'est des domaines où il y a presque peu ou pas de formation, en fait, qui sont nécessaires. Mais sinon, il faut retenir que si on veut vraiment travailler en contact étroit avec des animaux, c'est vraiment la santé animale, je pense, qui est à privilégier. Guillaume nous a parlé de sa réalité. Il est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui, comme Guillaume, aimeraient un milieu de travail qui ne demande pas trop de contact avec les gens? Ben effectivement, pour les étudiants qui ont une situation de handicap particulière, par exemple, comme dans le cas de Guillaume, il faut quand même faire un processus d'orientation standard, je dirais. Donc, c'est important d'aller cibler vraiment ses intérêts, ses traits de personnalité, ses valeurs. Peut-être que dans le cas de Guillaume, effectivement, c'est plus des difficultés sociales qui sont mises de l'avant, qui n'a pas nécessairement envie d'avoir beaucoup de contact avec les gens. Mais ça ne veut pas dire qu'on va lui conseiller seulement d'aller travailler tout seul dans un bureau à l'ordinateur. Tu sais, on va explorer quand même toutes les possibilités, mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte quand même certaines limites. Parfois, ça peut être plus difficile pour eux de s'adapter à des situations nouvelles, des imprévus, par exemple. Donc, il faut prendre ça en compte, mais je pense qu'on retient quand même qu'il y a des accommodements possibles dans les études et sur le marché du travail quand même pour être capable de pallier à certaines difficultés que peuvent vivre ces étudiants-là. OK, donc il ne faut pas se limiter nécessairement dans ses choix. Non, effectivement, puis notamment dans les écoles, en fait, il y a une loi
qui dit que on doit donner la formation quand même à toute personne, là, même si elle est en situation de handicap. Donc, à ce moment-là, il faut que l'étudiant ait porté son diagnostic dans un centre de services adaptés, par exemple, qui peut exister autant au DEP, dans les cégeps ou dans les universités. Okay. Donc, l'école n'a pas le choix de donner des mesures d'accommodement, en fait, pour que l'étudiant arrive à pallier à ses difficultés puis à bien réussir sa formation. Ah ben, c'est bon à savoir. Puis quel type d'accommodements sont proposés par les institutions? C'est vraiment évalué en fonction du diagnostic. Donc, c'est vraiment individualisé pour chacun des étudiants. Ça peut être du temps supplémentaire pour faire des examens, des classes plus isolées pour pas être dérangés si on a un déficit d'attention, par exemple. Il y a beaucoup de matériel pédagogique adapté, des logiciels d'aide à la lecture ou à la correction. On peut avoir des horaires adaptés, des preneurs de notes pour nous aider à rester attentifs en classe. Mais il faut vraiment retenir que c'est en fonction du diagnostic et individualisé à chaque étudiant. Ce serait quoi ton conseil pour Guillaume à la lumière de nos discussions? Bien, justement, de pas juste se fier à ses difficultés ou à son diagnostic pour faire un choix d'orientation. Hein. C'est vraiment de prendre en compte ses intérêts, ses valeurs, de miser sur ses forces, puis aussi d'aller voir l'établissement scolaire avec son diagnostic lorsqu'il aurait ciblé une formation. Puis plus concrètement, par rapport à la technique de santé animale, bien, c'est sûr que de continuer à aller valider ses perceptions sur le terrain pour être certain que ça correspond vraiment à ce qu'il recherche. Merci beaucoup, Josiane. Ça me fait plaisir, Valérie. Futur Proche est une production de Caléido, l'épargne-étude qui en fait plus. Merci à Dinia Millette, technicienne vétérinaire en chef au Zoo Écomuséum, et à notre étudiant, Guillaume. Ben, moi, je pense que Dinia m'a donné une bonne proposition. J'ai regardé un peu les métiers qui étaient possibles avec ce problème-là. Puis le métier d'animalier, c'est pas mal ça qui revenait. Puis j'aime ça être proche d'animaux puis interagir avec eux. Donc c'est quelque chose que je vais souvent beaucoup aimer. Tu as aimé cet épisode de Futur Proche? N'hésite pas à le partager et à nous suivre sur ton application balado préférée ou sur caleido.ca/balado. Tu pourras découvrir d'autres choix de carrière qui pourraient t'intéresser. Comme policière, je pense que c'est important que le sens de la justice, être impartial. Les gens aujourd'hui sont beaucoup sur les médias sociaux. C'est là qu'ils vont nous interpeller, nous poser des questions. Donc, d'avoir une équipe qui s'occupe de cette porte d'entrée-là, c'est super important pour l'image d'entreprise. Si tu veux partir en ébénisterie, il faut que tu sois prête qu'à manger difficilement les premières années. Mais si tu lâches pas, ça va venir après. C'est tellement un beau métier, là. Ça a été comme ma première job d'été, puis je fais encore la même chose à 45 ans. Wow! À l'animation, Valérie Chevalier. Réalisation, Nathalie Ducharme. Conseil d'orientation, Josiane Grenier-Genet. Création, Coyote Audio.